Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin, spécialiste dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille, en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur Internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission au travers de ce projet, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Pour ce faire, je vous partage tous les mercredis un nouvel épisode pour ce podcast dans La Niche. J'interviewe des professionnels du monde canin qui viennent parler de leur sujet de prédilection dans la série Interview. Je donne le micro à mes clients qui viennent raconter leur vécu, leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées dans la série Témoignages. Je vous partage à mon tour mon retour d'expérience sur l'éducation de mes chiens dans la série Dans la Niche et je vous invite à déconstruire les idées reçues sur l'éducation du chiot dans la série Mythe ou Réalité. Avant de lancer cet épisode, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre rapide podcast préféré. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi soutenir financièrement ce projet sur Tipeee si vous le souhaitez. Sachez que vos contributions assurent la pérennité de mon travail et m'aident à le faire connaître au plus grand nombre. Et pour ça, je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter et me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Marie Cibot. Marie est vétérinaire spécialisée dans l'accompagnement de la fin de vie grâce à la structure Solam. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Mamba et ses différentes expériences qui l'ont conduite à dédier sa carrière à la relation humain-animal. Comment accompagner la fin de vie d'un animal, qu'est-ce que l'euthanasie, comment rendre hommage à son chien ou encore comment parler de la mort à son enfant, autant de sujets que nous abordons à travers cet épisode. Le sujet du deuil n'est pas facile à aborder, mais cet échange était important, alors j'espère qu'il vous aidera autant qu'il m'a aidé. Que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous, mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Marie. Salut Marie. Salut Claire. Tu vas bien ? Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très très contente de t'accueillir au micro pour un épisode qui a été très sollicité depuis très longtemps parce qu'aujourd'hui on va parler de l'accompagnement de la fin de vie avec une vétérinaire parce que tu es vétérinaire. Tout d'abord on va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, merci pour l'invitation Claire. Je suis ravie que tu me donnes l'opportunité de venir à ton micro et de parler de ce sujet où on en parle de plus en plus, mais quand même, il y a beaucoup de tabous autour du deuil animalier, de la prise en charge de l'accompagnement de fin de vie. Elle est peu développée d'un point de vue d'accompagnement vétérinaire en France, on pourra en reparler. Donc merci de me donner cette opportunité-là. Donc en effet, je m'appelle Marie Cibot, je suis vétérinaire de formation et j'ai récemment créé Solan, qui est une entreprise, une structure vétérinaire dédiée à l'accompagnement de la fin de vie des animaux domestiques ou familiers. Je travaille vraiment à l'interface entre l'animal, évidemment, sa famille et les équipes vétérinaires. Parce que je me suis rendu compte, finalement, dans ma pratique, moi, avant, j'étais en clinique vétérinaire classique, je faisais de la médecine générale. Et je me suis rendu compte que là où le lien entre l'animal et sa famille, il était plus mis à rude épreuve et là où justement, la question du lien était la plus fondamentale, c'était au moment de la séparation, au moment de la rupture de ce lien, au moment du décès. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment des choses à faire à ce moment-là parce que, avec nos petits moyens du bord, les vétérinaires, on essaye de faire comme on peut. On reparlera de la formation et cetera. Mais voilà, il y a beaucoup de vétérinaires qui essayent de faire au mieux, la très, très grande majorité même, mais parfois on est un peu contraint, par, plein de questions, de formation, mais aussi de possibilités au sein de cliniques. Alors que c'est au moment presque où il faudrait qu'on fasse le plus attention à ce lien qui est en train de se rompre, même si en fait c'est la séparation physique. Et après, il y a d'autres moyens de vivre le lien parce qu'en fait, notre animal, il disparaîtra jamais de notre esprit, de notre cœur et de notre vie. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à créer, d'autant plus, donc ça c'est côté animal et famille, avec l'animal évidemment pendant toute sa vieillesse ou la fin de sa vie, parce qu'il peut être aussi jeune et mourir jeune. Hein. Il y a tout un accompagnement pour que la qualité de vie de cet animal soit la plus respectée possible jusqu'à la fin. Donc ça, c'est vraiment la partie animale et famille. Et après, en fait, quand j'ai déjà parlé un peu des vétérinaires, mais finalement, un vétérinaire, ça gère beaucoup de fins de vie, autant que de chiots ou de chatons ou de la pro qui arrive en fait en consultation. Il y a autant de fins de vie qu'on gère aussi et de maladies, etc. Les études scientifiques montrent que cette confrontation à la mort, au décès,
à l'euthanasie, l'acte d'euthanasier est un des facteurs de burn-out dans la profession, avec une profession qui est très à risque de burn-out, mais aussi de suicide, avec des taux incroyables, hein. Il y a 4 fois plus de risque de suicide dans la profession vétérinaire que dans toutes les autres professions, et même 2 fois plus que pour les professions soignantes, médecins, d'humaines. Mon but, c'est vraiment aussi, en fait, d'être là pour faire de la formation pour les équipes vétérinaires, pour vivre mieux ces moments-là aussi, et souvent des moments où je dis: «Bah, en fait, la mort, c'est pas le contraire de la vie, c'est le contraire de la naissance. La mort fait partie de la vie, et tout ça, en fait, il faut, l'honorer, en fait, à la toute fin de la vie de son animal». Donc si j'étais un peu longue, mais en gros, c'est ça. Donc avec pas mal de services, on pourra en reparler, si tu veux, parce que je fais aussi des fins de vie à domicile. Je fais des entretiens en visio pour aider les familles à prendre leurs décisions, ou juste, des entretiens d'écoute, de conseil, et je fais des entretiens d'aide au deuil animalier une fois que l'animal est aussi, décédé, pour les familles. Voilà, en gros. Super chouette comme orientation. Je trouve que voilà, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de t'entendre au micro et que je t'ai choisi toi pour traiter de ce sujet parce que je trouve que voilà, tu le traites vraiment au global et tu essayes d'aller en tirer toutes les ficelles autour de ça. Donc, c'est super, super chouette. Avant de rentrer plus dans le vif du sujet, je crois que tu as un chien qui est à côté de toi présentement. Est-ce que tu peux nous le présenter? En effet, j'ai une chienne qui s'appelle Mamba, qui a 8 ans et demi. C'est une berger australienne. Bon, c'est l'extension de mon bras, je sais pas, enfin voilà, moi j'ai un lien, très, très fort, avec ma chienne, et comme beaucoup, et probablement comme beaucoup de tes auditeurs. Mamba, je l'ai adoptée, quand j'étais déjà rentrée dans ma vie d'adulte, mais je passais à une autre phase de ma vie, on va dire, je crapahutais moins, voilà. Et bon, je peux le dire, hein, c'est presque mon premier bébé. Depuis, j'ai eu des des enfants, humains, mais voilà, Mamba, fait vraiment partie intégrante de la famille, et j'essaie de et je ne gère que de la fin de vie, que du décès, que de la séparation, dans mon quotidien, professionnel, et je sais que ça sera très, très dur pour moi quand Hmm. Mamba, nous quittera. J'imagine, j'imagine. C'était quoi ton expérience avec les animaux et notamment avec les chiens avant d'avoir Mamba? Est-ce que toi, tu as toujours grandi entouré d'animaux? Est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard? Comment ça s'est fait pour toi? J'ai eu la chance de vivre dans une famille où mes parents aimaient déjà beaucoup les animaux, donc j'y suis née, il y avait déjà, un chien, dans la maison, quand je suis née. C'était aussi une chienne qui ressemblait un peu à Mamba parce que c'était un collet, donc tu vois, les races, ça sont apparentées. Elle s'appelait Aïda, et elle est décédée quand j'avais 11 ans, et en fait, on pourra en reparler pendant ton podcast. Je pense que, bah, mine de rien, ton premier animal, si tu en as la chance d'en avoir un quand tu es enfant, bah, t'amène énormément de points positifs, parce que c'est ton meilleur ami, parce que, c'est le côté rassurant, enfin bon voilà, il y a plein, ça t'enlève, tu as moins d'allergies, enfin même d'un point de vue, Mm, mm. santé, un animal pour les enfants, c'est super. Ça t'apporte aussi d'autres choses, alors c'est pas obligatoirement facile, mais si on reparle, je parle, autour de la mort, c'est souvent la première confrontation à la mort, le Ouais. décès de ton animal, de ton chien quand tu es jeune. Moi, je le vois du bon côté, hein, tendance à te dire que bah, ton chien, il va à nouveau t'apprendre quelque chose de fondamental, en fait, qui est la séparation physique avec un être vivant que tu as aimé, et le processus de deuil qui va derrière. Donc, ma chienne m'a appris ça, entre autres. Néanmoins, son décès n'a pas été facile parce que, bah, à l'époque, ça fait déjà un petit moment, hein, mais on va dire presque 30 ans, bah, on l'a pas accompagnée du tout, quoi. Ma chienne, elle est partie le matin. Moi, la dernière image que j'ai, c'est elle arrivait quand même à soutenir sa tête dans la voiture et à nous regarder par le coffre, et mon papa l'a déposée. Elle avait une maladie quand même très brutale, et elle est décédée dans les 48 heures, et c'est mon papa qui a accepté par téléphone au vétérinaire de l'euthanasie, et donc il l'a euthanasiée seul, et cetera. Et Mm. je sais que probablement c'est quelque chose qui sous-tend aussi ce que je fais aujourd'hui, quoi. Ouais, De ouais, proposer des j'imagine. accompagnements dignes, respectueux, où la famille, entoure son animal, où on veut rendre actrices, en fait, ces familles-là, pour l'accompagnement de leur animal, et qu'elles soient présentes jusqu'au bout, et ben, l'animal, son vétérinaire, sa famille, et pour le bien-être de tout le monde, quoi. J'imagine. Ok. Je voudrais revenir un peu sur ton parcours parce que bon, plein de petites filles et de petits garçons rêvent de devenir vétérinaire. Comment on devient vraiment vétérinaire? Alors moi, j'ai pas échappé à la règle, hein. Je pense que j'ai toujours voulu être vétérinaire depuis que je suis toute petite.
J'ai trouvé le concours pas facile à avoir, de vétérinaire, donc j'ai un peu douté à ce moment-là en me disant: «Ah mais qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait?» parce que depuis que j'ai 5 ans, je soignais déjà mes pluches dans ma chambre, donc comment je vais faire? Bah, finalement, j'ai eu le concours, donc la question ne s'est pas posée, trop longtemps quand même. Parcours assez classique des étudiantes vétérinaires, je dirais. J'ai fait de l'équitation, mes grands-parents habitaient en campagne et donc on avait, des moutons avec des agneaux, et puis pendant la saison des agnelages, bah, des fois, on avait des moutons dans la maison qu'il fallait biberonner. Enfin, Oh, il y j'adore. avait plein de petits chats, parce qu'il y avait pas trop de stérilisation et chez mes grands-parents et donc il y avait tout le temps des chatons, donc je me proclamais, reine des chats, dans le jardin de mes grands-parents. Enfin voilà, ça c'est vraiment pour le côté enfance, adolescence. Et puis après, une fois que je suis arrivée à l'école véto, bah, je dis, hein, le concours, j'ai un peu souffert, pendant mes classes préparatoires pour préparer le concours et après, une fois, mes études, vétérinaires, j'ai beaucoup apprécié, j'ai adoré, j'étais enfin dans mon élément, voilà et à apprendre le vrai métier que j'allais faire plus tard. Et puis finalement, de fil en aiguille, j'aimais beaucoup la faune sauvage aussi, donc j'ai eu l'opportunité de travailler sur des chimpanzés sauvages en Ouganda. Et je me suis dit que cette opportunité-là, on l'avait pas si facilement, même au sein des étudiants, on n'est pas beaucoup à avoir cette chance de pouvoir, travailler auprès d'une espèce, alors, emblématique et si particulière comme le chimpanzé, mais, sauvage, voilà. Donc Mmh. en fait, à la fin de mes études vétérinaires, j'ai passé ma thèse vétérinaire, d'exercice vétérinaire et en parallèle, je vais continuer sur un master en anthropologie D'accord. au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et j'ai même continué sur une thèse universitaire en 3 ans en écologie et éthologie des primates. Donc j'ai étudié des chimpanzés que j'étudie toujours en fait, j'ai un peu une multicasquette, donc on va parler surtout de SOLAM et de l'accompagnement de fin de vie, mais je travaille aussi en tant que chercheuse associée avec une équipe, anglaise et puis une équipe, ougandaise. Et je travaille alors par contre, c'est un lien énorme. En fait, mes sujets de recherche sur le chimpanzé en Afrique, c'est vraiment le lien entre, les relations entre les humains et les animaux sauvages et les chimpanzés, comment ils interagissent ensemble. En fait, c'est toujours une question de lien, tu vois? C'est vraiment D'accord. l'élément fondamental, qui m'intéresse, qui me passionne et que je trouve touchant, en fait, c'est les liens, voilà et donc d'un point de vue recherche sur les chimpanzés, bah, c'est des liens, comment les chimpanzés, en fait, arrivent à vivre dans des zones où il y a beaucoup d'humains, où la destruction de la forêt est de plus en plus importante. Quelles sont les relations entre eux d'un point de vue sanitaire, mais aussi, l'utilisation de l'espace, comment ils se considèrent aussi, en gros, j'ai un double parcours aujourd'hui. En tout cas, j'ai une activité qui est plus dédiée à la recherche, mais qui est un petit peu moins présente en ce moment parce que j'encadre des étudiants et cetera. Voilà, je dévoue beaucoup de mon temps actuellement, sur Solam, mais j'ai laissé complètement de côté la clinique. Par contre, donc je suis plus en cabinet, je fais que du domicile. OK, trop intéressant, trop chouette comme parcours. Bah, du coup, je te propose qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Quand on parle d'accompagnement de la fin de vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est une bonne question parce que l'accompagnement de la fin de vie, alors on a plutôt tendance à penser, et c'est vrai que c'est le principal quand même, que c'est les animaux vieillissants, tu vois. Donc, alors tu peux avoir un vieillissement qui est différent, hein. Tu peux avoir un vieillissement, ce que j'appelle un vieillissement sain, où l'animal est vieilli et il a des signes de vieillissement, mais qui sont tout à fait naturels en fait, des poils qui se mettent à griser, à blanchir. L'animal il entend moins, il voit moins bien. Il se déplace avec difficulté parce que ses articulations vieillissent, que l'arthrose apparaît, mais tout ça, c'est des processus physiologiques classiques du vieillissement que vit tout animal et l'homme étant un animal aussi l'homme. Donc ça, c'est le vieillissement simple. Puis tu as aussi des vieillissements pathologiques où là, il y a des maladies qui se surajoutent à ton vieillissement normal. Et donc, avec toutes sortes des maladies qu'on connaît, de l'insuffisance rénale assez classique chez le chat, à de la cancérologie, à des maladies cardiaques, pulmonaires, enfin voilà. Et donc en fait, l'accompagnement de la fin de vie, tu peux presque prendre ça, enfin en tout cas moi je le prends assez globalement et assez largement à partir du moment où l'animal vieillit. C'est la fin de vie, c'est pas la toute fin de vie, heureusement, ils peuvent vivre encore des années et cetera, mais c'est quand même la dernière partie de la vie de ton animal et souvent en fait on la délaisse un peu cette partie-là ou en tout cas on n'a pas les armes pour essayer de l'améliorer. Des fois ça passe par des toutes petites choses du quotidien qui convient de d'améliorer, je peux te donner un ou 2 exemples, mais ça un chien arthrosique, bah, l'hiver, que son lieu de couchage soit plutôt près des zones chaudes,
plutôt que dans un courant d'air ou près d'une fenêtre, ça a plus de sens. Un chat arthrosique, pareil, qui avait l'habitude de dormir à des étages ou de monter dans des étagères ou sur et ben, de lui faire des petits endroits pour qu'il puisse monter facilement ou plutôt qu'avoir un grand canapé, lui installer une petite chauffeuse où c'est beaucoup plus facile de monter sur une petite chauffeuse, surélever les gamelles. Enfin, il y a 1000 choses à faire, pour, pouvoir aider nos animaux qui vieillissent même de façon, tout à fait, saine et normale. Et après, quand on parle de l'accompagnement de fin de vie, il y a aussi de façon plus exceptionnelle, mais c'est d'autant plus dur aussi, l'accompagnement de fin de vie, mais de jeunes animaux, qui vont avoir des pathologies, invalidantes ou très graves et mortelles, hein, bah, alors qu'ils ont 3 4 ans. Et c'est pour ça qu'on parlera de soins palliatifs. Les soins palliatifs, ça peut être pour des jeunes animaux ou pour des animaux, vieux. Heu, voilà, c'est vraiment accompagner, le confort de vie de ces animaux-là qui ont des maladies, graves ou un vieillissement normal ou des maladies incurables. Mais j'interviens à ce moment-là, en tout cas moi, dans ma façon de voir les choses. C'est l'animal vieillissant, voire et l'animal qui a une maladie, incurable où on sait que cette maladie peut conduire au décès. Et c'est pour ça que là, j'en profite juste pour te dire que j'ai un rôle vraiment qui est complémentaire, du vétérinaire traitant de l'animal. Et en fait, moi, je suis pas vétérinaire traitant des animaux que je suis. Ils ont leur vétérinaire, qui va, faire les prises de sang, les examens, poser les diagnostics. Moi, je pose aucun diagnostic au final. Par contre, moi, je suis dans l'accompagnement de tout ce qui va autour. Mais ça inclut aussi la douleur, la gestion de la douleur, bien sûr. Ok, ouais, donc vraiment améliorer le confort finalement de vie des animaux jusqu'à la fin. Et j'imagine accompagner l'humain dans ce processus-là, qui doit être une grosse Oui, oui, partie de ton complètement. travail. Moi, je fais de l'accompagnement de l'animal avec des soins de confort, avec, Mm. mais je fais beaucoup d'accompagnement, je Ouais. dirais émotionnel, de la famille. Mais enfin émotionnel, oui, mais pas que, aussi dans leur prise de décision. Parce que c'est pas simple, en fait, de savoir juger de la qualité de vie, parce qu'en fait, là, on parle vraiment de qualité de vie. C'est ça, le but de mon travail, c'est que la qualité de vie de l'animal, qu'elle soit la qualité physique, sociale, émotionnelle, qu'elle soit respectée jusqu'à la fin. Et ça, bah, c'est pas obligatoirement facile. Et un échange avec une vétérinaire comme moi, bah, on discute de tout ça, de qu'est-ce que c'est la qualité de physique, bah, c'est, les déplacements, comment notre chien mange. Est-ce qu'en fait, il commence à vraiment chipoter sa nourriture habituelle, donc il faut revoir son alimentation, passer sur de l'alimentation ménagère. Enfin, ça peut être l'incontinence qui est souvent c'est compliqué à gérer l'incontinence, qu'elle soit urinaire et fécale encore plus. Mais ça arrive souvent chez les vieux animaux, c'est des choses qui compliquent énormément le quotidien de l'animal, mais aussi de sa famille derrière Mm. et qui peuvent vraiment, mettre à mal la relation que tu as avec ton animal à la fin de sa vie. Et c'est ça qu'il faut garder, quoi, cette relation qui est belle. Et donc il y a des choses à aménager aussi. Et après, c'est amener les familles. Ça, je fais vraiment sur des entretiens que j'appelle d'aide à la prise de décision en visio ou à domicile, hein. Où, j'amène vraiment les familles à réfléchir à des questions, même plus éthiques, quoi, tu vois? Ouais. Où est-ce que je place mon curseur de la dignité? C'est quoi la dignité au sein de notre famille? C'est qui notre famille, en fait? C'est moi, mon chien? C'est moi, mon conjoint, mon chien? C'est moi, mes enfants qui ont 18 ans, qui ont toujours vécu avec mon chien? Enfin voilà, et qu'est-ce que c'est la dignité pour nous? Qu'est-ce que c'est la qualité de vie? Et ça permet de se poser souvent les gens, ils sont très contents, en fait, parce qu'on parle de choses qu'on n'ose pas parler dans la vie de tous les jours, que ce soit pour les animaux ou pour les humains. Et en fait, de reparler de choses qui sont juste la vie, et ben, ça rassure beaucoup, en fait, d'avoir des discussions honnêtes sur, la vie, la mort, la naissance, comment on veut le vivre, comment on le conçoit, et cetera. Et enfin, en tout cas, moi, je m'enrichis tous les jours des discussions que je peux avoir avec les gens que j'accompagne. Et je pense qu'eux, en tout cas, leur retour, me le dit que ça les aide beaucoup. Et puis surtout, c'est même, ouais, c'est plus global que ça. Tu sais, quand on parlait de cette histoire de l'enfant, on en parlera tout à l'heure, mais Ouais. qui sa première confrontation à la mort, et cetera. Enfin, il y a des familles, des fois, je peux te raconter, par exemple, une anecdote, où j'ai accompagné une famille le jour de l'euthanasie de leur petite chienne. Donc il y avait 2 enfants et puis le couple, le mari et la femme et leur petite chienne. Et les parents savaient pas trop exactement comment se positionner avec leurs enfants parce qu'ils étaient pas tout jeunes, mais pas tout vieux non plus, tu vois? Ils avaient 6 et 8 ans.
Ah oui. finalement, ils avaient fait le choix que les enfants soient dans leur chambre pendant l'acte de décès et qu'après ils viennent voir, le corps de leur animal décédé. Et en effet, ils sont redescendus et en fait, comme la chaîne, c'était tout en douceur et cetera, on l'avait pas changée obligatoirement de position, elle était toute bien installée et tout, mais ils savaient pas vraiment si elle était morte ou pas morte. Ils ont eu un peu peur de se rapprocher du corps de leur petite chienne qu'ils aimaient passionnément. Et en fait, c'est leur papa, c'est même pas moi, hein, qui en fait, dans cette intimité du domicile, du temps qu'on peut prendre et cetera, s'est repenché sur sa petite chienne, lui a reparlé et en fait, ces 2 petits garçons, bah, l'ont regardé, se sont rapprochés doucement. Enfin, ça va être peut-être un peu choquant ce que je dis et les gens quand ils vont m'écouter, mais je veux vraiment le dire parce qu'en fait, c'est amener de la beauté sur cet instant-là, d'honorer ce moment-là et là, ce que le papa avait fait encore plus, c'est de montrer qu'on pouvait voilà, cet acte de passage, de retoucher son animal, même s'il était décédé, de l'embrasser, de lui parler et cetera et c'était ce moment-là, moi, je l'ai trouvé, magnifique de sens pour cette famille et bon, je me suis un petit peu égarée, mais tu vois, c'est ça l'idée de tous mes accompagnements, comme tu dis, qu'ils soient holistiques, qu'ils soient globaux et ça a un sens, enfin, ça révèle aussi notre humanité, quoi, tu vois? C'est peut-être Carrément. un peu prétentieux de dire ça, mais un petit peu, quoi. Ouais, complètement, complètement. Effectivement, tu parlais de la question d'éthique parce que finalement, quand des sujets qui entourent la mort le sont, finalement, je crois, quand on parle de fin de vie d'un animal, je pense on est un peu obligé de parler des différentes manières dont un animal peut quitter la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, et on en parlait juste avant de lancer cet épisode, mais le vétérinaire, dans l'exercice de son métier, il est plutôt confronté malheureusement à l'euthanasie, et tu en parlais en introduction de cet épisode, certainement trop parfois. Mais il y a aussi d'autres manières de quitter la vie. Il y a la mort naturelle, il y a les accidents auxquels les vétérinaires sont peut-être des fois moins confrontés et savent ben voilà, ont moins à faire dans ces questions-là. Ce qui est intéressant avec l'accompagnement que tu proposes, c'est qu'il peut intervenir dans ces différents cas de figure, on va dire. Je peux rebondir sur la présentation que tu fais parce que, en effet, un animal peut, mourir de différentes façons et tu opposais de toute façon tout à fait, logique et véritable la mort qu'on peut appeler naturelle et la mort, provoquée, par Mm. euthanasie. Et dans cette mort naturelle, en effet, tu parlais de mort naturelle, on parlait de vieillesse et de décès, de vieillesse ou de maladie, mais sans accompagnement médical, ou en tout cas d'accompagnement médical. Il peut avoir, hein, de gestion de la douleur et cetera, mais pas d'accompagnement dans le sens, bah, on Ouais. pratique, Mm. on va, injecter un produit euthanasiant, on en reparlera après. Heu et puis il y a peuvent l'avoir, les morts brutales de type accident, oncologie et cetera. Hem et oui, moi mon but c'est vraiment d'accompagner, le décès en général et qu'il soit naturel ou, euthanasie et je te dirais même que c'est hyper important. Au début, je le faisais pas et en fait, maintenant je le fais systématiquement. Toutes les personnes que j'accompagne en amont du décès, et même ça m'arrive après parce qu'en fait, expliquer la mort naturelle, comment ça peut se parce que des fois, ben, il y a des personnes qui voulaient l'euthanasie et puis en fait, ton animal meurt avant aussi, hein, ça peut Mm. arriver. Ou au contraire, tu ne veux pas pratiquer d'euthanasie pour des questions, bah, comme tu dis, hein, ça fait l'éthique, ça fait surtout, arriver, bah, c'est des questions et c'est des choix, des décisions qui sont intimes, personnelles à chaque famille et qui dépendent de leurs histoires de vie, de leurs, croyances, de leur religion, heu, de leur spiritualité, enfin et et donc du coup, tu peux avoir des des décisions et des choix qui sont de ne pas aller à l'euthanasie ou alors tu veux y aller et puis en fait, tu es pris de court parce que ton animal, il meurt naturellement, et puis tu te poses plein de questions. Enfin, moi, j'ai une dame que j'ai accompagnée derrière et quand je lui ai expliqué qu'est-ce que c'était la mort naturelle, ça l'a énormément soulagée parce qu'en fait, c'est ce qu'elle avait vécu sans comprendre exactement ce qui se passait, en ayant peur d'avoir mal fait et cetera et en fait, faire vraiment de l'éducation, de la sensibilisation sur ce qu'est la mort, comment on décède en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les signes cliniques, de 3 mois avant, 3 semaines avant, 3 jours avant, 3 heures avant du décès, quand le décès se passe sans euthanasie? Qu'est-ce qui se passe? Et comment on peut l'accompagner? Et tu vois, moi, souvent, les gens où je sais que je vais potentiellement, on a prévu quand l'animal se dégraderait, enfin, on a choisi quand est-ce que potentiellement on pouvait se revoir pour l'euthanasie. Je dis aux gens aussi qu'il peut y arriver que votre animal décède, avant et je leur explique
quels sont les signes cliniques de mort imminente, en fait. Et Mmh. je leur dis, à ce moment-là, vous allez m'appeler en catastrophe. Et ce que je risque de vous répondre, c'est que j'ai pas le temps d'arriver chez vous. Mais je resterai au téléphone avec vous. Et on accompagnera votre chien ou votre chat qui est en train de décéder. Et vous serez à côté de lui, etc. Parce que moi, je considère que l'euthanasie, c'est un acte d'amour. Mais en fait, il y a certains décès naturels qui se font très, très bien et en douceur aussi. Et si la douleur, etc., est bien gérée, tu vois. Mais en tout cas, c'est possible. Par contre, elle est plus ou moins difficile à vivre, cette mort naturelle. Elle peut être rapide et donc on connaît les signes et ça va et ça se passe bien. Elle peut être lente et dans ce cas-là, des signes cliniques, comme je vais te les dire, hein, c'est un peu dur, mais par exemple, des respirations qui commencent à être un peu plus agoniques, tu vois? Un chien qui est couché sur le côté, qui commence à avoir des respirations hachées ou alors des pauses respiratoires, il respire plus et puis d'un coup, il reprend, tu vois? Et ça, des fois, ça dure quelques minutes avant le décès. C'est vraiment, les dernières respirations et cetera. Mais des fois, c'est plusieurs heures, une nuit Mmh. entière, tu vois? Et là, ça devient beaucoup plus dur, même si en fait, souvent l'animal est déjà dans un état de conscience altéré et je peux pas te dire ce que cet animal ressent à ce moment-là parce que Mmh. souvent il revient pas nous le raconter et même les humains quand ils sont comme ça, pour avoir vécu le décès de mon grand-père, de ce que je exactement comme je te décris, l'animal, mais c'est pas ça peut ne pas être facile à vivre, tu vois? Des tremblements musculaires, des gémissements et cetera. Notamment quand c'est long dans la durée, quoi. Et parfois, il peut y avoir des morts naturelles avec de la souffrance en plus, Mmh. quand la douleur est pas bien gérée et là, c'est plus difficile aussi. Mais c'est des questions à se poser, à connaître, à savoir et si on t'explique jamais, tu peux pas te positionner par rapport à ça. Tu peux pas te dire: «Bah, en fait, ouais, non, moi, je veux pas ça». C'est Bah, en clair. fait, ça, oui, bah, à ce point-là, jusque-là, pourquoi pas? Enfin, que ça, c'est oui, oui, c'est mon travail ça, Ouais. d'expliquer ça et tu as utilisé le mot éthique aussi. Oui, il y a vraiment des questions éthiques autour, de la fin de vie, autour de l'euthanasie, heu, qu'il f qu'il faut se poser. Après, il y a des règles aussi qui sont faites par rapport à l'euthanasie. J'aime bien réexpliquer ça un peu parce que des fois, on ne l'a pas obligatoirement et les vétérinaires l'ont pas en tête et les familles l'ont pas obligatoirement en tête, donc je le redis. En fait, c'est une décision conjointe, la décision d'euthanasie. Donc ça veut dire que la famille doit être d'accord et le vétérinaire doit être d'accord. Mmh. Ça veut dire qu'un vétérinaire a pas le droit d'euthanasier un chien sans consentement de la famille. Ça arrive dans de très rares cas, voilà, des chiens, dangereux, des fois c'est même pas le ou alors on retrouve pas le propriétaire et l'animal est dans un état de détresse, de souffrance, énorme, tu vois? Des choses comme ça. Mais c'est vraiment extrêmement rare, il faut le consentement de la famille et dans l'autre sens, la famille n'a pas le droit d'imposer une euthanasie à un vétérinaire. Un vétérinaire, Mmh. il peut refuser une euthanasie et pour n'importe quelle raison. Un Ouais. vétérinaire, il pourrait même dire: «En fait, moi, je pratique jamais l'euthanasie». Tu vois? Presque. Il Mmh. pourrait dire ça. Donc moi, par exemple, moi, je ne pratique pas les euthanasies de convenance. Ouais, si on me demande d'euthanasier une portée, voilà, la portée, elle est née, je dis: «Non, je veux pas faire ça. Je l'ai fait une fois dans ma vie, je l'ai très mal vécu, je ne le referai plus» et on Mmh. trouvera des solutions pour les chiots et cetera et on stérilisera la femelle pour pas qu'elle ait à nouveau des chatons ou des chiots, ou des lapros. Donc c'est des positionnements que tu peux avoir, mais en tout cas, c'est ça le côté important, c'est que c'est une décision vraiment conjointe, même si elle reste personnelle, intime pour la famille, tu vois? Moi, je dis souvent aux gens que si, je suis d'accord avec eux, pour l'euthanasie parce que je considère que c'est la bonne solution, c'est parce que je le considère à 200 pas à 50 tu sais? Mmh. Mmh. Voilà. Oui, et puis il y a aussi tu le disais, l'éclairage médical dans cette décision qui doit apparaître en fait obligatoirement et on peut pas juste se dire mon animal souffre, il y a plus rien à faire, euthanasion ou inversement refuser de le faire. Enfin voilà, c'est tout doit être pris en considération dans cette décision-là, j'imagine Et euh, comme tu dis, hein, c'est vraiment important de le répéter, il y a un arsenal thérapeutique pour aider son animal à la fin de vie, avec des limites, ça c'est sûr, mais on peut agir, enfin il voilà, y a moi plein de choses à j'explique faire. à des gens, comment, masser leur animal arthrosique, enfin, il y a plein de choses, en plus de thérapies, vraiment médicamenteuses aussi, pour, l'incontinence urinaire dont on parlait, pour, la douleur, pour, en plus de la thérapeutique, pour la maladie en elle-même. Mmh. Ouais, ouais. Cet épisode, il fait suite à un épisode sur le deuil que j'avais déjà enregistré il y a quelques mois, une bonne année, je pense maintenant, avec Livia, qui est psychologue et qui était venue nous parler
du deuil et notamment de son expérience aussi, malheureusement. Du coup, elle nous avait raconté un peu comment ça s'était passé pour elle avec le décès de son chien, et qui était une mort naturelle et assez brutale d'ailleurs. Et on avait du coup, c'est Olivia qui avait soulevé la question de faire appel à un vétérinaire pour avoir un éclairage autre sur le sujet. Et notamment, du coup, on peut parler peut-être d'euthanasie et savoir la question de savoir comment est-ce que ça se passe, parce que effectivement, je pense que là-dedans, tout le monde y met beaucoup d'imaginaire, comme tout sujet autour de la mort, j'imagine, et du décès. Comment est-ce que ça se passe véritablement, une euthanasie? Mmh. Il y a beaucoup d'imaginaire, je pense, et aussi il faut quand même partir de ce démarrage-là aussi. Il y a la pratique de l'euthanasie reste liée au vétérinaire, à l'équipe vétérinaire, à comment Oui. elle va t'accueillir dans la clinique, etc. Et donc, on peut vivre des expériences d'euthanasie qui sont différentes euh, en fonction de son vétérinaire, de la relation qu'on a avec lui, etc. Mais en tout cas, ce que je peux donc c'est pour ça que je vais t'expliquer, un petit peu comment ça se passe, mais ça peut ne pas tout le temps se passer comme ça et je vais t'expliquer plutôt presque les bonnes pratiques en tout cas et qui sont décrites, hein, d'ailleurs, alors plus par les anglo-saxons, nos confrères et consoeurs, vétérinaires, des pays, notamment nord-américains, canadiens, États-Unis, sont plus en avance que nous sur ces questions de soins palliatifs, de soins de confort de la fin de vie et d'euthanasie. Et ils établissent même des guides pratiques de comment il faut faire pour que ça soit bien réalisé pour l'animal, pour la famille, pour l'équipe vétérinaire. Donc moi, je me suis formée auprès de ces organismes-là. Mhm. Mais en tout cas, il faut se souvenir que voilà, euh, ça dépend aussi, des pratiques, internes, des vétérinaires. Donc la première chose, c'est qu'une euthanasie, ça peut être réalisé que par un vétérinaire. Il n'y Oui. a pas d'autres corps de métier qui peuvent le faire ou à nouveau, tu as toujours des exceptions qui confirment la règle, hein, il peut y avoir, la gendarmerie, quand il y a un animal, un sauvage, qui est échappé d'un zoo ou ultra dangereux ou des choses comme ça. D'ailleurs, ça sera plutôt eux que nous, en fait, sur des moments comme ça. Mais, mais l'euthanasie, comment ça se passe? L'acte médical en lui-même, parce que évidemment, tu entendras que vu ma vision des choses, l'euthanasie, la consultation d'euthanasie commence même en amont, sur ce que j'appelle les consultations d'annonce, où tu annonces une fin de vie probable, ou en tout cas, tu annonces un pronostic réservé sur le court, moyen terme de l'animal, etc. Donc pour moi, ça commence dès là, en fait, que tu travailles autour de cet acte d'euthanasie qui arrivera ou qui arrivera pas, hein, mais voilà, en tout cas, il faut s'y préparer aussi. Mhm. Mais là, ta question, elle est plus quand même sur, le jour J, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe d'un point de vue médical? Je pense que c'est ça que tu me poses comme question. Oui. Oui. Et en fait, hem, l'idéal aujourd'hui, dans les bonnes pratiques et ce que je réalise moi, c'est de ce qu'on appelle de le faire en 2 temps, l'euthanasie. De faire d'abord ce qu'on appelle une sédation pour que ça avec des mots plus simples, c'est de donner un calmant à l'animal pour qu'il soit vraiment tranquillisé. Après, ça dépend quelle dose tu donnes, et cetera, et puis l'état aussi de vitalité ou plutôt de faiblesse de ton animal, au moment où tu donnes cette injection, hein. C'est de l'anesthésie, donc c'est toujours, individu dépendant et voilà. Mais c'est ton animal, à ce moment-là, il est pratiquement comme avant une chirurgie, tu vois? Mais c'est en quelques minutes. Moi, je fais cette injection-là, alors c'est sous forme d'injection. Tu pourrais donner aussi des fois, tu donnes aux chats des cachets pour les tranquilliser encore un petit peu en amont, si c'est vraiment des chats qui détestaient aller chez le véto ou qui détestent les piqûres ou des choses comme ça. En toute fin de vie, quand ils sont quand même très fatigués, c'est des chats qui sont plus faciles à manipuler quand même, mais voilà. Et donc moi, c'est en injection sous-cutanée ou bon, ça peut être en intramusculaire aussi. Et en fait, en quelques minutes, ton animal, il se tranquillise. Et là, en effet, il peut être dans tes bras, sur la table chez le vétérinaire, mais moi, à domicile, c'est dans un canapé, dans un lit, dans un jardin, enfin voilà. Et après, en fait, soit tu poses une voie veineuse, en tout cas, tu as accès à une voie veineuse, donc à une veine de ton animal. Et là, tu vas pousser dans cette veine un produit qui est aussi un anesthésiant, c'est un barbiturique. Mais donc, tu pourrais anesthésier un animal avec ce produit-là. Mais là, tu vas le pousser tout doucement pour induire une anesthésie encore plus profonde de ton animal. Tu vois, donc ton animal qui était sédaté, il va s'anesthésier, il va partir dans un état d'inconscience plus altéré. Je vois que tu es sensible là, Claire, je suis désolée.
et après, en fait, tu surdoses cet anesthésique-là et en fait, le surdosage fait que doucement, tranquillement, ton animal s'enfonce dans son anesthésie jusqu'à ce que sa respiration s'arrête. Après, son cerveau, hein, s'arrête aussi et après, son cœur s'arrête en dernier et c'est ça le processus d'euthanasie et le fait de faire une tranquillisation avant permet de réduire, l'anxiété pour l'animal, ça c'est sûr, tu vois? Là, il est vraiment, tranquillisé, calmé. La douleur, il en a plus. Il est déjà dans un état de conscience, altéré. Enfin altéré, c'est pas un très beau mot, mais tu vois, il a un état de conscience qui est déjà, voilà, un peu dans les nuages. Je sais pas si tu as déjà été anesthésié, si tu vois ce que ça fait, quand tu commences à partir dans ton anesthésie et ça permet cette tranquillisation au départ d'avoir, très peu de signes cliniques de mort imminente. Tu vois, ce qu'on parlait là, les respirations un peu agoniques, les trémulations musculaires, ça, en tranquillisant bien avant, tu les as et que quand tu pousses, l'euthanasiant tout doucement et ben, ton animal, il part vraiment tout doucement. Voilà. Ce sont les bonnes pratiques de l'euthanasie d'un animal d'un point de vue, strictement, protocole, médical, quoi. Pour que ce moment-là, cette consultation-là, se passe le mieux possible, tu ne peux pas, être strictement dans le médical. En Ouais. fait, moi, ce que je dis aux vétos que je forme, c'est qu'il faut que le médical, il soit parfait ou en tout cas le plus parfait possible parce que tu es pas tout le temps parfait, tu vois? Et des fois, il y a des complications et ça, c'est des moments qui sont plus compliqués pour les familles parce que tu vas devoir réorienter, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Le vétérinaire, il dit: «Ah mince, je voulais pas que ça soit comme ça, je voulais que ça soit plus simple pour les familles». Tout ça pour dire que c'est bien que le médical soit en tout cas, que les vétérinaires soient très bien formés là-dessus pour qu'on sache exactement combien de doses il faut, comment, et cetera. Mais pour justement être à l'aise pour accompagner tout l'émotionnel autour pendant ce moment-là. Une euthanasie qui se passe bien, c'est quand l'acte médical, oui, c'est bien passé, mais en fait, tout autour, ça s'est bien passé. En fait, on a bien accueilli la famille, son animal. Ça va être de préparer les locaux, qu'en fait, il n'y ait pas des éclats de rire, que les gens arrivent avec les chiots derrière, qu'ils soient respectueux du au revoir qui est en train de se passer dans la salle d'à côté, que on puisse être avec son animal, qu'on puisse le mettre sur ses genoux si on a envie. Moi, quand je travaillais en clinique, je baissais la table pour les personnes âgées qui ne pouvaient pas rester debout trop longtemps ou qui, voilà, pour qu'elles soient vraiment à hauteur de la table près de leur animal et que, voilà. Et elles peuvent pas se mettre à genoux près de leur gros chien. Enfin, donc c'est tout ça qui peut être réfléchi et qui est important parce que mieux ça se passe en douceur pour son animal, mieux ça se passe en fait pour la famille et mieux ça se passe pour le vétérinaire. Mmh, mmh, mmh. Heu et et derrière, tu vois, ça peut déjà passer par des hommages, hein. Les consultations d'euthanasie, on peut déjà moi je propose déjà alors à domicile, évidemment, c'est disons que c'est plus naturel presque pour les gens, en fait, à domicile de le faire, mais en clinique, on peut aussi le faire, quoi. Mmh. Avoir écrit une lettre à son animal, le glisser avec lui, dans la housse funéraire. Moi, en clinique, des fois, en amont, je donnais la housse funéraire aux gens qui la décoraient, qui dessinaient dessus, qui faisaient des dessins, qui peignaient la housse avec des housses, magnifiques, qui arrivaient, voilà. Moi, j'ai fait des photos d'animaux décédés parce que les personnes me disaient: «Mais en fait, faut faire tellement que c'est beau», parce qu'on avait mis des pétales, les gens avaient mis des pétales de rose, un collier de perles autour, du cou de la petite chatte qui venait des îles, enfin voilà et on peut déjà aussi pendant ces moments-là, rendre hommage à son animal. Ça enlèvera pas la douleur, mais Mmh. ça permettra, voilà, de respecter son animal, jusqu'au bout, en remerciement de toutes les années qu'il a passées, à tes côtés, de façon, authentique, incroyable parce que la relation à l'animal, enfin, elle est juste, folle, quoi. Je t'ai dit que j'aurais bien aimé en parler, pendant ce podcast-là parce qu'en fait, on Ouais. se met beaucoup de barrières, parce que le deuil animalier, c'est un deuil qui est non reconnu, qui est un peu moqué encore, Mmh. on va te dire qu'on fait de l'anthropomorphisme ou qu'on a trop de sensiblerie, enfin voilà et c'est un deuil qui isole beaucoup parce qu'on en parle des fois un petit peu, encore on n'en parle pas obligatoirement, déjà et quand on en parle au début, puis après on se dit, «J'ose plus en parler» parce qu'on va se demander pourquoi, 2 mois, 1 an après, 2 ans après, je suis encore hyper malheureuse ou alors, j'ai c'est pas que j'ai honte de le dire parce que je le ressens vraiment au profond de moi, mais je me dis que les gens vont pas comprendre que je suis plus malheureuse pour mon chien, que pour mon père. Ce matin même, j'étais avec un couple qui accompagnait son chien et ils ont euthanasié leur chien, ce midi
et je les accompagnais ce matin en visio pour se préparer, pour discuter de comment ça allait se passer, enfin, voilà. Et le monsieur m'a dit: «Mais en fait, c'est maintenant là que je vais perdre mon chien que je me rends compte du lien que j'ai, qui est incroyable et pourtant j'ai aimé mes parents, mais avec, des petites disputes, des relations qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus humaines que la relation que j'ai eue avec mon animal qui était simple, qui était franche, qui était authentique, qui était vraie, avec une fidélité que personne m'apportera». Je m'assois à côté de lui, j'allais pas bien, il se mettait à côté de moi, il me demandait pas pourquoi ça allait pas bien. Il était juste là: «Je suis là en fait, tu pas bien mais je suis là» et ça, cette relation qui est incroyable qu'on a avec nos animaux et malheureusement, des fois, on a peur d'en parler et du coup, d'aller faire rendre hommage à son animal, bah, on y va encore moins parce qu'on se dit: «Mais» il y a des gens que j'accompagne qui font des hommages et des fois des hommages très poussés. Ils ont des endroits dans leur maison où ils vont mettre, des souvenirs, moi j'ai une dame, très proche avec qui je m'entends aujourd'hui très, très bien, elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute ce podcast, qui, va amener des cadeaux à son animal décédé à ses animaux Mmh. décédés, qui met des fleurs régulièrement comme dans un petit elle a 2 hôtels quoi dans une des chambres de sa maison. Mais ça, elle en parle pas beaucoup, quoi. Elle en parle à moi, elle en parle pas beaucoup autour d'elle parce que c'est encore très incompris. Alors on n'est pas obligé d'aller jusqu'à ce type d'hommage-là, mais c'est des hommages, tout simples. Les familles qui ont des enfants le comprennent beaucoup plus et mettent beaucoup plus en place ce type de choses assez rapidement, ces commémorations, ces rituels, de mettre un arbre, d'aller, disperser des cendres, de décorer des galets et cetera. Mais en fait, je pense qu'on s'est éloigné, pour les humains aussi, hein, des rituels de la commémoration des hommages, alors que c'est quelque chose qui est, bah, en fait, que l'humain fait depuis, pratiquement toujours, de la nuit des temps. Et c'est pas pour rien, en fait, qu'on le fait. C'est évidemment, il y avait probablement des connotations très, liées, aux religions, aux croyances, à la spiritualité. Mais en fait, on en a encore de la spiritualité aujourd'hui et donc ces rituels-là ont leur importance dans le processus de deuil et le message qui était à passer sur ton podcast, c'était plutôt que pourquoi pas le faire en intimité et pas le crier sur tous les toits? Parce que peut-être que tout le monde n'est pas encore capable de comprendre ça aujourd'hui et même dans nos proches, mais de s'autoriser de le faire, en fait et moi, en tout cas, je dis aux gens: «Mais oui, autorisez-vous à le faire» et en fait, ça aide vraiment. Ouais, c'est clair. Non, mais t'inquiète pas, et je t'avais dit que c'était dur, hein. C'est parce que tu as vécu des moments comme ça aussi. Mmh. Oui. Oui. Et tu as pu le faire, ce genre de choses? Non. Ou tu te l'es pas autorisé? C'est surtout Bah, non, non. En fait, bah, tu vois, moi, j'ai perdu mon chat Charlie a 5 ans, donc il y a 6 ans et il est décédé brutalement d'un accident, on n'a pas trop su quoi. J'ai pas, c'est mon compagnon à l'époque et mon frère, qui sont allés le chercher parce que quelqu'un l'a retrouvé et on a eu la chance déjà de le retrouver parce que généralement quand les chats disparaissent, c'est assez rare qu'on les retrouve. Donc au moins j'ai pu savoir voilà, que c'était fini, quoi. Mais j'ai pas pu voir le corps, en fait, tellement il était en mauvais état et on m'a dit que c'était mieux que je le vois pas. Et c'est vrai qu'en fait, bah, du coup, ça s'arrête, quoi. mais non, mais en fait, tu lui as pas dit. C'est hyper dur ça de pas voir les corps, hein. Et tu vois, quand je te parlais de mon histoire avec Aïda, ma chienne, où ça fait c'est ce que je disais, non, ça fait pas 30 ans, mais presque et aujourd'hui, j'arrive à le raconter et je suis OK avec ça. Mais en fait, c'est parce qu'on m'avait volé mon adieu, tu vois? De lui dire, juste adieu, de lui dire au revoir et cetera et ça arrive, comme tu dis, parce qu'en fait, ça arrive que ton animal, il décède et que tu pas là, que tu le retrouves pas. Sur les chats, c'est très fréquent que, comme pour toi, ben, probablement qu'en effet, sur un accident de la voie publique, de la route, on peut avoir vraiment mais comme chez les humains, hein, mon conjoint, il est urgentiste et des fois, c'est compliqué de voir les corps, qui ont été percutés par une voiture donc c'est aussi te protéger mais ce côté de pas pouvoir dire convenablement au revoir et il est précieux et c'est pour ça que moi j'y travaille pour que vraiment les gens le fassent et quand tu l'as pas et ben ça complique le deuil, hein et c'est normal que du coup tu aies toujours ce petit truc, je te dis moi le fait de pas avoir dit au revoir à ma chienne conditionne ce que je fais aujourd'hui donc tu vois? Donc c'est vraiment important et et tu vois les personnes que j'accompagne souvent, justement en discutant, il y a des personnes en tout cas quand j'étais en cabinet parce que moi maintenant les gens qui me contactent, évidemment comme c'est du domicile, ils sont présents, par essence quand ils sont là et ils vont pas me laisser tout seul chez eux. Mais en cabinet, il y a des gens qui veulent pas être présents parce qu'ils s'en sentent pas capables, parce que comme tu dis, il y a l'imaginaire qui se dit, «Comment ça va se passer? Ça va peut-être»
Et en fait, en discutant avec eux, en leur expliquant, comment concrètement ça va se passer et cetera, en les rassurant, les gens restent et en fait, ils te remercient après d'être restés. Parce que ça fait partie, du processus de l'accompagnement, je vois que dans le descriptif dont tu voulais qu'on parle, de la culpabilité aussi parce que le deuil animalier, le plus grosse émotion, sentiment que tu as, pendant ton deuil, la culpabilité. Et donc ça peut être une culpabilité de ne pas avoir été resté jusqu'au bout, de se dire: «Ah mais j'étais tellement égoïste, en fait, j'ai pas voulu y aller parce que ça aurait été trop dur pour moi et je l'ai laissé, un peu tomber». Il y a des gens qui te disent ça. Alors que à nouveau, ça dépend de tes histoires personnelles et cetera et qu'il y a jamais de jugement et qu'en fait, si tu peux pas accompagner ton animal parce que tu le souhaites pas ou parce que tu en as pas la force et cetera, et ben, il faut l'expliquer et l'équipe vétérinaire derrière accompagnera du mieux possible ton animal en douceur et cetera. Mais en tout cas, le fait de pas pouvoir dire au revoir pour certaines personnes, ça peut vraiment être difficile. Mmh. Ouais, ouais, c'est clair. Tu parlais un peu de rendre hommage avec les enfants et je crois que tu as toi-même des enfants, donc j'imagine que tu as aussi peut-être vécu ça d'un œil différent depuis. Mais comment est-ce qu'on parle de la mort d'un animal, mais de la mort en général, aux enfants? Ouais. C'est vrai que tu parles de mes enfants et je pense que c'est plus facile pour moi maintenant que j'ai des enfants, hein, de bien comprendre et de pouvoir me positionner, avec les enfants et je te le dis parce qu'il y a beaucoup aussi de vétérinaires qui trouvent difficile d'accompagner une fin de vie, des consultations d'euthanasie avec présence. Quand les parents veulent que leurs enfants soient là, ça complique, vraiment des fois la tâche à certains vétérinaires. Après quand tu y es préparé, à nouveau formé, que tu y as réfléchi et potentiellement quand tu as tes propres enfants, c'est sûr, hein. C'est comme quand tu as ton propre chien, tu sais quelles erreurs il faut pas faire pour l'éduquer. Enfin, ça doit te parler, tu as testé des choses et cetera. Bon, bah, c'est pareil quand tu as des enfants par rapport au décès. Mais, en effet, c'est quelque chose qu'il faut comprendre parce que c'est pas que c'est pas simple, c'est juste qu'il y a des particularités pour les enfants. Tu vas pas parler de la mort, du décès, à pour un enfant qui a entre 0 et 3 ans, entre 3 et 6, un adolescent, enfin voilà. Tu as vraiment en plus la perception de la mort, elle est différente en fonction des âges. Un tout petit, entre 0 et 3 ans, il a une compréhension qui est extrêmement limitée de la mort. Pour lui, c'est pas du tout, il peut ressentir, la perte de l'animal, surtout s'il était très proche, mais en fait, pour lui, il comprend pas la permanence du décès. Il va penser qu'en fait, il est mort, mais demain, il est là, en fait. Enfin, mort, aujourd'hui, mort demain. Enfin, c'est vraiment difficile et à ce moment-là, il faut vraiment faire attention à son vocabulaire et moi, ce que je conseille surtout, c'est de ne pas employer d'euphémisme. Tu vois, de dire, bah, Gribouille, est parti ou Simba, il est monté au ciel, enfin des choses comme ça. C'est c'est probablement pas assez clair pour les enfants et surtout ça laisse cette idée qu'il peut revenir, en fait. Donc il faut vraiment utiliser des mots simples. Alors le mot «décédé», on peut l'utiliser. Tout petit, vaut mieux utiliser des mots encore plus concrets comme, «mort», et pas avoir peur de l'utiliser alors que tu l'utiliseras un petit peu moins auprès d'adultes, par exemple, ou d'adolescents. Après, entre 3 et 6 ans, pour la faire rapidement, tu as à nouveau une conscience de la mort qui est plus développée, mais qui est pas encore complètement mature. C'est là où tu vas avoir même, c'est un peu teinté de pensée magique, quoi. Donc pareil, tu commences à mieux comprendre, la perception que la mort, c'est une séparation, mais bon, potentiellement, pourquoi pas, il reviendrait. En tout cas, jusqu'à 6 7 ans, tu vois, c'est un peu, entre les 2. Après, vraiment, à partir de 7 ans, c'est là que tu commences vraiment à comprendre ce que c'est la mort biologique, la mort véritable, le côté de la permanence de la mort, donc où l'enfant comprend vraiment qu'il y a pas de non-retour, quoi. Et après l'adolescence, ce qui est plus difficile probablement, c'est que, la tu es dans un moment de construction très forte de ton identité, où tu commences à rentrer dans la vie adulte et cetera, avoir des responsabilités et c'est le moment où tu commences à travailler, à te questionner sur des choses, existentielles, quoi, sur des questions existentielles et c'est là où tu as une fragilité aussi et donc où les émotions peuvent être ressenties encore plus fortement, avec une pudeur qui s'installe, une intimité, un partage qui est peut-être un peu moins aisé, sur des moments de tension avec ton entourage, avec ta famille proche, tes parents. Donc, faut vraiment être vigilant aussi sur cette période d'adolescence, alors que pourtant tu te dis: «Bon, il commence à bien comprendre, la mort, quoi». L'idée, c'est vraiment d'utiliser des mots, des mots simples, quoi, vraiment et d'expliquer ce qui va se passer, heu,
attention sur les tout petits quand justement on reparle de l'euthanasie là, mais il faut vraiment distinguer aussi ce qui se passe chez ton animal et ce qui pourrait se passer, pour papy ou pour mamie ou pour tonton Albert, tu vois? C'est vraiment de distinguer les 2 et que l'euthanasie, elle est pas autorisée, pour les humains, elle est autorisée pour les animaux, parce qu'après ils vont se dire: «Bah, attends, s'il est malade, mamie elle est malade en ce moment, qu'est-ce qui va se passer?» et cetera et donc plutôt que de dire malade, il est très, très, très malade. Mais en fait, on peut pas le soigner, on n'y arrive pas. Moi, le vétérinaire, j'ai essayé, je lui ai donné des médicaments, je lui ai fait des piqûres, mais il y a rien qui le soigne, il y a rien qui empêche qu'il souffre et vraiment il faut pas hésiter à dire des très, 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 des beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà et après je sais pas si tu vas me la poser cette question-là, je te la pose avant. En tout cas, j'ai tellement souvent que notamment par, les vétérinaires, que je rencontre, qui me disent: «Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On accepte, que les enfants soient présents, pendant l'acte d'euthanasie et est-ce qu'on accepte ou pas en fonction de l'âge?» et cetera. Et là, j'ai pas de réponse tout à fait concrète. Je pense qu'à nouveau, c'est dépendant des familles et de leurs choix personnels. Il y a des familles qui vont inclure moi, j'ai fait des euthanasies avec des enfants de 2 ans, 3 ans qui sont présents et il y a d'autres parents, quand je leur dis: «Bah, si vous voulez, ils peuvent être présents. Moi, en tout cas, c'est quelque chose, que j'autorise et que si vous le souhaitez, c'est une question que vous devez vous poser en famille». Ils me disent: «Ah là, pas du tout, à 3 ans, mais bien sûr que non, on la fera garder» et cetera. Donc ça, c'est vraiment intime. Par contre, s'il y a présence des enfants, que les enfants restent, il faut vraiment que les familles, s'investissent de ce moment-là pour leur expliquer, pour leur, expliquer avec des mots, pour en reparler le soir, pour les préparer à ce moment-là aussi. Pareil pour les rendre acteurs donc en cabinet, moi souvent en fait, moi, j'ai une petite trousse avec des même dans mon sac de domicile, j'ai une trousse, alors je m'en sers moins quand même en domicile parce que souvent quand il y a des enfants, il y a des crayons qui traînent un peu partout, mais d'avoir des feutres, d'avoir des feuilles blanches, et pendant tout le moment de préparation aussi, plutôt qu'avoir des enfants qui sont anxieux quand même un peu parce qu'ils voient bien que papa et maman, même eux, ils se disent: «Qu'est-ce qui va se passer?» Un enfant 6 7 ans, on lui en a parlé beaucoup, il imagine que ça va exploser, que je sais pas, enfin voilà, il a pareil l'imaginaire qui est très fort donc et ben, c'est aussi de les occuper quoi, de leur dire: «Bah, vas-y, fais un dernier dessin pour ton animal, et mmh et voilà, donc il y a des petites astuces aussi autour de l'accompagnement, des enfants, Non, carrément, carrément. Carrément parce que comme tu le disais, ben, finalement, c'est les premières confrontations, à la mort et ça peut rester donc effectivement, déjà, je pense en tant que parent, ça doit être, déjà en tant que simplement humain de chien, c'est un moment, forcément, très difficile. En tant que parent, encore plus et en tant qu'enfant, bah, ça forge, la mmh preuve. et les parents, c'est pas des situations faciles parce qu'ils sont entre les 2 en fait, ils doivent gérer leur propre douleur et la douleur de leurs enfants et être bien avec leur animal pour bien l'accompagner donc en fait, ils sont tout le temps un peu le cul entre 2 chaises, pour, pas être un peu mal poli mais tu vois? Parce que ça demande ça, tu vois? Je peux te parler d'une fin de vie, où les parents avaient fait le choix d'avoir leurs enfants. Alors, je me souviens plus exactement des âges, mais il y avait un des petits garçons, je pense qu'il avait 5 ans, il est et en fait, il était un peu speed, tu vois? Il bougeait beaucoup, il faisait des blagues, beaucoup de blagues, il sortait des blagues, quoi et parce que je pense que lui-même, il savait pas comment se positionner. Il voyait bien que ses parents, bah, c'était la tristesse, lui, son frère aussi. Lui, il devait être un peu celui qui fait le comique d'habitude à la maison et donc du coup, il se dit: «Ah, je vais les faire un petit peu rire». Sauf que là, en fait, les parents étaient pas du tout, ouverts pour, recevoir des blagues, mais pas du tout. Donc je voyais bien que ça énervait la maman, très fortement, en fait, qu'il était presque en train de gâcher, ce qui était en train de se passer, enfin et donc elle s'agaçait et tu vois, ça, c'est des postures où, ben, moi, en étant maman, je comprenais bien comment était ce petit enfant et qu'est-ce qui arrivait dans son cœur pour que, en fait, tout s'emballe de son côté aussi. Et donc, en fait, il fallait juste le réorienter, le remettre sur un dessin, lui dire que, enfin, voilà, et pour aider ses parents aussi qui, en fait, n'avaient pas l'espace pour eux. Ils s'occupaient de leur chat et voilà. Pour certains vétérinaires, ça peut être dur aussi, hein, de prendre cette posture-là, donc c'est vrai que c'est pas que ça complique les moments d'euthanasie parce qu'il y a des euthanasies. Là, je t'ai donné l'exemple d'une qui était un petit peu plus, difficile à gérer, tu vois? Avec des enfants et à l'inverse, j'ai eu des fins de vie où il y a toutes des f où il y a des enfants où c'est superbe et moi évidemment, bah, tu sais,
moi, je suis quelqu'un de probable enfin, de très empathique, mais quand je suis touchée et que moi je verse parfois des larmes et cetera. En fait, souvent, c'est quand ça rentre en résonance avec moi et donc quand ça rentre en résonance avec ton enfance à toi, bah, c'est voilà mais en même temps, je trouve ça donc moi, c'est là où je suis beaucoup touchée, puis tu imagines tes propres enfants et cetera. Mais mais c'est là aussi où je trouve parfois que c'est magnifique, quoi, tu vois? Parce que je me dis, là, ils accompagnent d'une manière, splendide leur chat à la fin de la vie. Peut-être qu'ils le feront aussi bien pour leur maman, pour leur papa, pour, enfin, tu vois? Et et voilà, il y a des moments, avec, la fratrie qui est autour de l'animal, avec le plus grand qui tient son animal, il caresse, on a mis des petites bougies. Enfin, il y a des moments qui sont superbes avec les enfants aussi. Tu parlais justement de tes confrères et consoeurs vétérinaires. C'est quoi la formation qu'il y a sur le sujet? Bah, il y a très peu de formation en fait, au final. Il y a un petit peu de formation sur, l'acte d'euthanasie en lui-même, quand tu es étudiant vétérinaire, en école vétérinaire. Mais tout ce qu'on a parlé principalement dans ce podcast qui est autour de l'accompagnement émotionnel, de l'animal, mais aussi de la famille et cetera, il y a pratiquement, rien. J'exagère peut-être en disant ça, mais franchement, oui, ça c'est vraiment ça se tient à peau de chagrin et et c'est pour ça que parfois on se trouve vraiment démuni en tant que vétérinaire, dans ces situations, parce que ça demande des compétences, moi je dis souvent que accompagner bien la fin de vie d'un animal, ça demande pour les vétérinaires, ça demande des compétences à acquérir, mais au même titre que tu vas être un bon, chirurgien, que tu vas être, un bon, vétérinaire qui s'occupe des yeux, que tu vas être bon, pour relire une lame, de frottis sanguin, enfin tu vois? Et et donc c'est pareil, c'est des compétences à acquérir. C'est juste que c'est des compétences qui sont différentes. En fait, qu'on devrait tous avoir en tant que vétérinaire, hein, et que, petit à petit, la formation, de tronc commun et cetera, des études du cursus vétérinaire, heu, prennent et mettent en place, mais ça prend un petit peu de temps. Mais en effet, tout ce qui est autour, de l'accompagnement émotionnel, de l'empathie, de l'intelligence émotionnelle, on en parle encore très peu dans les études, alors qu'en fait, le métier de vétérinaire, c'est de soigner les animaux. Mmh. Mais faut 80 enfin, j'exagère peut-être, hein, mais 80 de ton temps, c'est de la gestion, plutôt de l'humain, de la famille, des propriétaires d'animaux. Mmh. Un animal, c'est pas si difficile à soigner parce que souvent ils sont gentils, enfin, tu vois, ils acceptent les soins et cetera. Alors des fois, c'est un peu plus compliqué, mais on sait comment interagir avec des animaux qui sont un peu plus agressifs et cetera. Enfin, en tout cas, c'est pas obligatoirement cette partie-là que le corps médical vétérinaire trouve difficile. Après, le diagnostic est plus ou moins compliqué, les examens, et cetera, mais c'est plutôt toute la gestion autour qui est plus compliquée et où on n'est justement pas formé. Et la fin de vie exacerbe ces difficultés, quoi. Parce que tu as la douleur de la séparation, tu es anxieux de ce qui va se passer, tu sais pas exactement, enfin voilà. Et donc au sein de Solam, j'ai créé des formations en présentiel et en distanciel. Pour l'instant, en tout cas, que pour les équipes vétérinaires. Donc, c'est très important pour moi, en plus, de mixer vraiment vétérinaire et ASV parce qu'on est tous dans le même bateau, pour ces questions-là. Ouais. Et voilà, et faire une formation qui est pareil, vraiment globale, où on se pose des questions. Bah, pareil, en fait, comme toi, tu as eu beaucoup d'émotions là, bah, il y a de l'émotion qui sort dans les équipes vétérinaires en reparlant des accompagnements de fin de vie, de leurs propres animaux qui décèdent, etc. Et au final, ça fait à nouveau des formations qui sont ultra riches d'un point de vue bah, de ce qu'on en retire tous ensemble, quoi. Mmh. Mais voilà. Est-ce que tu as envisagé de pousser cette formation à d'autres corps de métier? Oui, oui, je ne veux pas te mentir que j'y ai pensé. C'est juste que dans le déploiement de tout ce que je déploie Oui, actuellement, j'imagine. je suis un peu sous l'eau et que je ne sais pas si un jour je le ferai. J'ai envie, en tout cas, de le faire et je pense qu'il y a en fait, il y a des attentes aussi parce qu'il y a plein de gens qui me contactent dans ce sens et j'aimerais même pour d'autres corps de métier, enfin, tu vois, pour tous les gens qui travaillent dans le monde animalier d'une manière générale et le funéraire même, tu vois, le funéraire animalier. Et plus globalement, j'aimerais beaucoup aussi, pour les propriétaires en fait, enfin pour les familles, tout simplement Mmh. aussi quoi. Mmh. C'est clair. Parce que je te pose la question parce que c'est vrai que, en tant qu'éducateur comportementaliste, et surtout quand on est spécialisé dans le chiot, je crois, en fait, souvent, quand on arrive dans des familles, il y a un jeune chiot qui arrive, mais ce jeune chiot, il
peut-être prend la place ou il suit en tout cas un animal qui vient de partir il y a plus ou moins longtemps, et des fois c'est très récent. Bon, on avait déjà abordé cette question dans plusieurs épisodes avec différents invités, mais c'est vrai que cette question du chien d'après, on va dire, elle est pas forcément simple. Et pour autant, nous, en tant que professionnels, quand on arrive, en fait, finalement, on doit construire avec ce deuil qui est en processus, qui est en cours, qui est plus ou moins évolué, plus ou moins avancé. Ouais, Et c'est vrai que c'est pas forcément simple. avec des impacts qui soient positifs ou négatifs sur le nouvel arrivant, hein. Donc, Complètement. Et toutes les projections que ça comprend, toutes les comparaisons des fois qu'on fait, même involontairement, parce qu'on en fait forcément à partir du moment où on et a puis vécu une clairement, expérience similaire. tu quittes un chien âgé avec ses problèmes, mais en fait, Mm. qui est calme, qui est posé, Mm. qui depuis 15 ans, c'est complètement adapté à ta famille parce que c'est eux qui s'adaptent à nous, bref, plutôt que nous qui s'adaptons à eux, malheureusement. Et donc, tu as un chien qui, comme je te disais, m'en bas, quoi, qui est l'extension de mon bras. Et après, tu arrives avec un show où il faut tout reconstruire avec Mm. les problématiques liées au show. Problématiques, c'est horrible de dire ça parce que c'est pas le cas. Avec le comportement d'un show qui a tout à apprendre de façon naturelle. Et donc, tu arrives avec. Et des fois, tu peux en vouloir en fait à ce show d'être comme ça alors que en fait, tu étais bien avec ton chien d'avant. Et ça peut être difficile pour le show qui arrive, hein, Ouais, vraiment. complètement. Et par contre, mieux tu as vécu ton deuil, mieux tu accueilles ton show et mieux tu réadoptes aussi. Enfin, tu vois, donc Ouais, bien le deuil sûr. animalier a un impact très fort. Et souvent, en fait, tu vois, les accompagnements que je fais après pour le deuil animalier, en visio, hein, moi, c'est des visios enfin, je peux te donner les liens si tu veux les partager pour les gens qui nous écoutent. Ça permet aussi, enfin, c'est sûr que ça permet de faire ce travail-là, en fait. À nouveau, de ne pas enlever la douleur parce que tu l'as, mais de vivre avec et de construire un lien différent avec ton animal décédé qui te permet de t'ouvrir après, une fois que tu as passé certaines étapes, certains moments, hein, à l'accueil d'un autre individu sans que ça gâche ce nouvel accueil et cette nouvelle relation, quoi. Ouais. Je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, oui, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus, qui est important pour moi? Non, j'ai dit, pas mal, de choses, je crois. Ouais. Non, dans la partie conseil, moi, c'est plutôt une conclusion de ce qu'on a dit. C'est enfin, ou en tout cas une perspective, c'est que on veut probablement, voilà, on aime, passionnément nos animaux, on aimerait les accompagner du mieux possible et c'est peut-être revenir sur cette culpabilité où en fait, on a de la culpabilité, sur plein de choses et moi je pense qu'à partir du moment où on s'investit, où on se pose des questions, où on essaye de bien faire, tout ne sera pas parfait en fait, de toute façon, la mort ne peut pas être parfaite, elle nous amènera de la douleur, de la difficulté, enfin voilà. Mais par contre, rien que de s'y investir, tout sera pas parfait, on fera des erreurs, mais comme tout le temps dans la vie. Mais voilà, on aura été avec notre animal, on aura fait du mieux qu'on peut et parfois en plus, comme tu disais et quand tu as eu cette sensibilité à un moment dans le podcast, c'est que tu as pas pu faire tout ce que tu aurais voulu faire. Mais en fait, ça, c'est la vie et et parfois, ça sera parce que tu auras pas l'opportunité de pouvoir le faire comme tu voulais avec ton vétérinaire ou avec la clinique vétérinaire où tu auras été accueilli de garde en pleine nuit. Enfin, tu vois, il y a tout le temps des trucs qui peuvent être au mieux, mais où on voudrait que ça soit au mieux. Et puis parfois, c'est pas exactement comme ça et ça complique peut-être les choses. Mais en vrai, c'est facile à dire, hein, mais voilà, c'est le lien d'amour qu'il faut surtout rendre puissant, quoi, tu vois? Et après, oui, tu peux faire plein de petites choses pour améliorer, mais c'est pas trahir cet amour, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a une question ou une appréhension qui revient souvent chez les personnes que tu accompagnes? J'en ai une qui revient à chaque fois, au final, quand j'y pense. C'est vraiment des gens qui. C'est pas vraiment une question, c'est en effet, comme tu dis, plus une appréhension. C'est des gens qui vont me dire j'ai pas envie de compliquer les choses pour mon animal le jour de l'euthanasie. Je veux pas qu'il ressente ma tristesse, je veux pas qu'il s'inquiète que je pleure, etc. Mais ça va être hyper dur. Je sais pas comment je vais réussir à faire ça, comment je peux faire, etc. Et en fait, moi, ma réponse, elle est probablement pas ultra aidante, je le sais, mais mais je vois pas comment je peux répondre autrement que comme ça. C'est que
je pense que nos animaux, ils nous connaissent 100 fois plus que nous, on se connaît nous-mêmes. Enfin, ils nous captent à 200 et ils fonctionnent avec des signaux qui ne sont pas, les nôtres. Enfin, et donc du coup, même sans que vous ayez des larmes, c'est ce que je leur dis, ils savent déjà qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose qui est pas comme d'habitude, qu'ils sentent que vous êtes triste et cetera. Et moi, je pense que si on veut être dans la continuité de la relation qu'on a eue, qui était simple, qui était, franche, qui était avec son animal, je pense que de lui cacher, c'est très difficile et ça serait presque pas honnête, quoi. Et que finalement, je pense que le mieux à faire pour vous et pour l'animal, c'est de lui dire ce qui va être en train de se passer. Qu'est-ce qu'il comprendra? Probablement pas complètement, mais il comprendra l'intention et je pense que ça a du sens, pour tout le monde, plutôt d'expliquer ce qui va se passer et pourquoi, en fait, on pleure, pourquoi on est triste, parce qu'on l'aime et cetera. Je ne sais pas à nouveau qu'est-ce que l'animal comprend ou quoi, mais je pense que en tout cas, de lui cacher les choses, essayer de pas pleurer, essayer d'être dur et cetera, je pense qu'il se dit au Ça contraire n'aidera personne. non, puis je pense que le chien, peut-être qu'il se dira, «Ah, elle est sympa, elle essaye de faire, mais je vois bien que ouais, j'en sais rien». Mais et là, c'est complètement de l'anthropomorphisme, bien sûr. Mais voilà. Par contre, ce que je sais, c'est que quand l'animal on a parlé, hein, du processus vraiment de l'euthanasie et quand on fait qu'on induit vraiment la mort en tant que bétot en poussant ce produit euthanasiant, comme il y a eu une tranquillisation avant et cetera, l'animal, il est déjà dans un état de conscience où, vraiment je peux pas le savoir à 100 non plus parce qu'ils sont pas revenus nous dire ce qu'ils ressentaient exactement à ce moment-là. Mais vraiment, je pense qu'il y a pas de souffrance, pas d'inquiétude, que les animaux sont vraiment calmes à ce moment-là. Mmh. En tout cas, c'est mmh, oui et c'est ma conviction, profonde. Ouais, OK. Merci beaucoup pour, tout ça. Qu'est-ce que ça t'a appris de vivre avec un chien? Bah, c'est ça, je vais un peu répéter ce que j'ai dit, je proba et puis je vais un petit peu copier ce que ce que dit très bien, Cédric, Sapin de Four, qui a écrit récemment, Son odeur après la pluie. Si vous l'avez pas lu, il faut, enfin, il n'est pas facile, hein, parce qu'à la fin, Hubac, décède et c'est toute la vie d'Hubac et toute la vie de relation entre Lothar et son bouvier bernois et moi, c'était mon coup de cœur de l'année d'avant, littéraire. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé et en fait, il explique quelque chose de très, très clair. Alors, je pense que je l'avais déjà beaucoup en tête, ce truc-là, mais il l'a vraiment mis, en mots, en fait, ce que je ressens et ce que l'animal m'apporte, moi, au quotidien, c'est cette simplicité de la vie. Il raconte, alors je sais plus si c'est exactement ça, mais qu'en gros, quand Hubak, son chien, ou quand Mamba, ma chienne, elle dit: «Bah, en fait, on sort» et là, je regarde dehors, je fais: «Hein, non, mais c'est un peu la tempête, là, il pleut complètement et tout» et je me dis: «Bah oui, on sort, en fait» et que je mets mon kawaii et qu'on y va. En plus, j'habite en Bretagne, au bord de la mer et tout, et qu'on se prend des embruns et cetera et qu'au début, j'ai un peu hésité à y aller et que je reviens toute mouillée et que ma chienne était devant, le nez au vent, à me regarder avec son air: «Allez, on y va, on est trop cool et tout». Bah, voilà, c'est cette simplicité de vie et de se dire, en fait, tu penses à rien, là, tu es dans ton présent, tu te balades, tu as la pluie qui te fouette ton visage. Enfin, c'est ce côté-là, que le chien m'apprend, quoi. En tout cas, j'essaye de me raccrocher à des trucs vraiment du présent quand même et ça, c'est fort parce que ça amène du bonheur, des petits bonheurs au quotidien, tu vois? Alors que dans le passé ou que dans le futur, parce que je pense que le chien n'est pas vraiment, enfin, je pense pas, dans vraiment le présent et dans le de voilà, tu me donnes ma gamelle, c'est super, j'en profite vraiment, plutôt que penser qu'il y a encore le bain des enfants à donner et cetera. Enfin et je pense que c'est ça, la grosse force d'un animal et d'un chien en particulier, ce côté de te raccrocher, littéralement au présent, quoi et à ces petits bonheurs du quotidien. C'est clair. Moi, je partage complètement. Bah, du coup, tu viens de nous en citer une, mais est-ce qu'il y a des ressources, d'autres ressources que ce livre-là, que tu aimerais partager à nos auditeurs? Oui, j'en ai pas mal. Alors, ah ben, celui-là, évidemment, il est très fort, mais après, moi, j'ai déjà compilé pas mal de ressources autour du deuil. Et ce que j'aurais plus tendance à te dire, c'est d'aller sur le site internet de Solam, où j'ai une rubrique vraiment qui est que dédiée aux livres, aux podcasts, qui peuvent être ressources pour les personnes qui vivent ces moments de fin de vie. Et puis après, moi, j'essaye de communiquer pas mal sur les réseaux sociaux sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook et sur Instagram.
et donc j'amène pas mal de enfin, en tout cas, j'essaie d'amener des ressources de qualité, vous me direz si c'est pas le cas, mais qui peut y avoir du sens et qui peuvent aider, les personnes, sur ces réseaux sociaux, donc ne pas hésiter. Puis j'essaie d'interagir le plus possible aussi avec, les personnes, donc tant que je peux, parce que des fois j'ai pas tout le temps le temps, mais voilà, ça c'est des ressources, qui peuvent aider. Trop chouette. Merci beaucoup. Bah, je mettrai tous les liens en description de cet épisode. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro pour un prochain épisode? Oui, bah, tu m'avais dit de réfléchir à cette question, donc j'ai réfléchi et je pense que ce qui serait intéressant et dans la continuité de ce qu'on a dit, tu vois, c'est qu'on a parlé beaucoup du avant, du pendant, un peu de l'après, mais on n'a pas beaucoup parlé du devenir du corps de l'animal. Tu vois, Ouais. une fois qu'il est décédé, qu'est-ce qu'on fait de son corps? Est-ce que on peut l'inhumer? Qu'est-ce que c'est la crémation? Comment ça se passe? En fait, il existe des crématoriums animaliers. En fait, est-ce qu'il peut y avoir des humains et des animaux dans le même crématorium? Enfin, tu vois, c'est plein de questions qui seraient hyper intéressantes. Comment travaillent les gens dans les crématoriums? Il y a des agents funéraires, des gens qui s'occupent des corps des animaux et cetera, qui les préparent. Enfin, est-ce qu'on peut se déplacer au crématorium, le jour de la crémation? Et donc pour ça, je pense qu'il faudrait que tu interroges une personne qui s'appelle Jade, qui est agent funéraire et qui a travaillé pendant plusieurs années comme agent funéraire dans un crématorium animalier et elle s'occupait notamment de préparer les corps, de les toiletter, de les installer, d'en prendre soin et elle a une belle vision. Enfin, c'est une jolie personne et je pense que alors aujourd'hui, elle a quitté le funéraire animalier, elle est agent funéraire pour les humains. Mais du coup, je pense qu'elle, en plus, elle aura une approche très globale entre les 2. Enfin voilà, je pense que ça pourrait te faire une belle, interview. Ok, trop chouette. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Et c'est très intéressant et je note. Très, très bien. Trop cool. Ok. Et du coup, est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail et découvrir un petit peu tout ce que tu fais? Oui, bah, comme je te disais, sur, le site internet, sur les réseaux sociaux. En plus, j'ai essayé alors, ça a été un petit travail sur moi parce que moi, j'étais pas très, dans le numérique et cetera, mais j'ai quand même essayé de faciliter les choses pour les gens qui souhaiteraient prendre rendez-vous, par exemple. Et tu vois, on a parlé des entretiens en visio de 45 minutes, pour, juste de l'écoute ou de l'aide à la prise de décision ou de l'aide au deuil animalier. Et ça, c'est des rendez-vous qui peuvent se prendre, bah, en autonomie sur mon site internet avec un calendrier et cetera. Donc voilà, vraiment, ça peut se faire simplement et puis sur le domicile évidemment, aussi m'appeler, donc voilà, pour suivre mon travail, c'est principalement sur le site internet, sur les réseaux sociaux. Ok, Et super. après, en plus, je prépare quand même, autant en parler dès maintenant, mais c'est Ah, encore en préparation. Je prépare des séries de webinaires à destination, en fait, de tout le monde, avec certains qui sont peut-être un peu plus axés, vétérinaire, équipe vétérinaire et puis d'autres qui seront plus axés famille aussi, tu vois? On en parlait, quand même, donc des webinaires, je suis en préparation. Donc sur, la fin de l'année, par exemple, jusqu'à décembre, il y en aura au moins un ou 2, je pense, qui seront plus à destination des familles. ok. Sachant que cet épisode sortira certainement en janvier. Ah oui, Donc, c'est vrai, pardon, on est un il y peu en aura. avance. Ouais, on est un peu en avance. Du coup, donc normalement, vous pourrez déjà, d'ores et déjà, retrouver ces webinaires en ligne. Voilà. Trop cool. Merci beaucoup, Marie. Bah, de C'était rien, hyper merci à toi. intéressant. Je suis très, très heureuse d'avoir eu cet échange avec toi. Et ouais, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour t'être spécialisée sur ce sujet qui est difficile, rempli de tabous et pourtant si important. Donc un grand merci à toi. Et puis, je te dis à bientôt. Bah, merci Claire, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Marie et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @marie_veto_solam et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute et aller plus loin dans l'exploration de la relation à votre chien, je vous invite aussi à rejoindre le Club des Explorateurs. C'est un espace dédié aux passionnés qui, comme vous, veulent faire de leur mieux. Vous pourrez échanger quotidiennement avec une communauté bienveillante, participer à des webinaires interactifs mensuels et trouver des outils, des ressources et du soutien pour renforcer votre relation avec votre chien. Toutes les informations sont en description de cet épisode. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!